Chapitre 44. La peur. Oh waouh! Je suis vraiment impressionné et touché par cette histoire qui m'a rendu très heureux. Bien que je n'ai qu'un petit rôle à jouer à la fin de l'histoire, je suis très heureux d'avoir enfin fait sa rencontre, dis-je en regardant profondément dans les yeux de Koharu. Kiran, sais-tu comment mon histoire va se dérouler? Pourrais-tu me le dire, s'il te plaît? Je lui ai demandé. Je pensais qu'il pourrait éclairer un peu ma situation et alléger mon anxiété concernant les personnes que j'allais rencontrer. Je pense que tu devrais te sentir un peu plus détendu maintenant. Il n'y a rien à craindre. Désormais, il ne t'arrivera que des choses merveilleuses. Tu peux rester ici sans faire de plan, car en réalité, un plan a déjà été établi par toi à l'avance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce que tu vas manger demain, car tu auras toujours de la nourriture. Personne ici ne possède ou ne s'accroche à quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'endroit où tu vas dormir demain, car tu peux frapper à n'importe quelle porte à tout moment, et le propriétaire t'accueillera. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites et le propriétaire sera toujours prêt à t'offrir son hospitalité. Tu n'as pas non plus besoin de t'inquiéter de ce que tu vas rencontrer demain. Tu peux faire confiance au fait que tout ce que tu vas affronter se produira toujours logiquement pour ton propre bien. Ne t'inquiète pas de ton avenir ici, car te sentir anxieuse ne t'aidera pas. De plus, cela ne correspond pas à notre façon de vivre. Dans ton monde, tu as construit ta société avec l'anxiété et la peur, donc les choses dont tu as peur se produisent en conséquence. A-t-il abordé un autre sujet? Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé. Par exemple, quand tu as peur de ne pas avoir assez de nourriture, tu établis inconsciemment des limites pour ta zone de culture. De cette façon, tu la considères comme tienne et tu réserves les produits pour toi-même. Lorsque tu les partages avec quelqu'un, tu t'attends à un échange équitable. Cette peur a créé un modèle dans ta société qui divise les gens en ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Si ceux qui n'ont pas veulent posséder quelque chose, ils doivent choisir entre deux méthodes, trouver quelque chose d'une valeur équivalente pour faire un échange, ou le saisir en exerçant une force plus grande. Dans le second cas, ceux qui ont peur de perdre quelque chose créeront une garantie pour ce qu'ils possèdent. En conséquence, un système d'anti-violation a été établi, et les lois ainsi que les gardiens de la justice ont vu le jour. Mais ensuite, les gardiens de la justice ont eu peur de ne pas pouvoir faire face aux violateurs des lois, alors ils ont créé des outils appelés armes qui leur ont permis d'exercer encore plus de pouvoir. Depuis la création des armes, chaque tribu a essayé de gagner du pouvoir sur les autres. À partir de ce moment-là, les armes ont été continuellement développées et améliorées, devenant ainsi de plus en plus mortelles. Tu laisses la peur dominer ton esprit, à partir des plus petites choses comme la nourriture, même s'il y en a assez pour tout le monde dans le monde. Tu laisses la peur guider chaque partie de ta vie, comme le mariage, le travail, l'éducation, le gouvernement, et même des sujets qui devraient être remplis d'amour, comme la religion. Tu peux faire confiance qu'il n'y a rien à combattre dans ce monde, car tout le monde est prêt à tout donner, répéta Kiran. Tu veux dire tout? Demandai-je, peu convaincu. Oui, et si tu possédais un objet précieux, disons, une bague en diamant valant 1 million de bahts, et qu'un jour, un étranger te demande cette bague.
La lui donnerais-tu? Demandai-je. C'est une question difficile. Avant que je réponde, tu dois savoir quelque chose. Il existe différents mécanismes derrière toutes les formes de socialisation, et l'un d'eux est le mécanisme de l'amour. L'amour que tout le monde dans cette société partage n'est pas un amour ordinaire, mais c'est le plus haut niveau d'amour. Tu pourrais le comparer à l'amour que des parents ont pour leurs enfants. Essaie d'imaginer ce qui se passerait si tout le monde s'aimait autant. Si un fils demande la bague que son père porte, penses-tu qu'il la lui donnerait? D'un autre côté, si la personne qui veut la bague aime le propriétaire de la bague, il saurait que la bague signifie beaucoup pour le propriétaire, alors voudrait-il encore l'avoir? Kiran me regarda. Donc, la réponse à ta question est qu'une telle situation ne se produirait jamais ici, car nous nous aimons tous. C'est encore une question d'amour, murmurai-je. Je parlais seulement du mécanisme de l'amour, mais il y a aussi la question de l'attitude envers les objets que tu considères comme précieux. Dans ton monde, tu attribues une valeur à un objet par son prix, car il peut s'agir d'un article rare ou d'un type de ressources limitées. Nous, d'autre part, ne valorisons pas les choses en fonction de leur prix, mais en fonction de ce qu'elles valent pour nous. Cependant, la valeur d'une chose ne sera peut-être pas toujours la même pour chaque personne ou sous chaque circonstance, ajouta Kiran. Comment ça? Demandai-je. Par exemple, si tu voyages sur de longues distances sans chaussures, tes pieds seront gravement enflés après avoir beaucoup marché. Dans cette situation, si tu pouvais choisir entre deux choses, une bague en diamant ou une paire de sandales, que choisirais-tu? Je choisirais la bague en diamant, car je pourrais ensuite acheter 1000 paires de sandales pour la valeur d'une bague en diamant, répondis-je, défiant son raisonnement. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui pensent ainsi, car ils sont habitués à évaluer les choses en fonction de leur coût. Ici, il n'y a pas de mots comme plus cher ou moins cher. Personne n'évalue la valeur des objets selon cette méthode. Leur véritable valeur dépend uniquement du but qu'ils servent, conclut Kiran.